Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu de pied ferme par les maires de France, congrès cette semaine et inquiétude avec la fin de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Les élus perdent gros. On aura un exemple concret dès le début du journal. Les autres titres. Est-ce la fin de la carrière politique d'Angela Merkel? La question se pose sérieusement ce matin en Allemagne. Toujours pas de gouvernement et une crise sans précédent. Nous appellerons Hélène Kohl à Berlin. La baisse des charges. Bruno Le Maire veut l'extension des allègements au-delà de 2,5 fois le SMIC. C'est audacieux. Explication à suivre de Nicolas Barré. Nous irons également au Liban. La présence iranienne avec le Hezbollah. Ce sera l'enquête du 8h signée ce matin de notre envoyé spécial Sébastien Krebs. 8h15, notre invité sera Benoît Hamon, l'ex-candidat à la présidentielle du PS, fondateur du mouvement du 1er juillet. Ils ont beau faire et refaire leurs calculs, ils ne voient pas comment s'en sortir. Les maires de France confrontés à la fin prochaine de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables d'ici 3 ans. Ce matin, le journal Le Parisien donne des chiffres. 178 millions d'euros en moins pour la seule ville de Marseille. C'est ce que dit un document de la Commission des finances du Sénat. Paris, Toulouse, Lyon sont également touchés, tout comme la ville d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. C'est un reportage de Carole Ferry. Juste derrière le périphérique, au sud de Paris, cette commune de 60 000 habitants affiche un taux de chômage de 16%. Le maire communiste Philippe Bouissou le sait, la fin de la taxe d'habitation concernera ici bien plus de 80% des habitants. Il a fait ses calculs et ce sont près de 20 millions d'euros qui vont disparaître d'ici 3 ans. 15% de son budget. C'est l'équivalent de 2 crèches et c'est à peu près l'équivalent du budget de fonctionnement annuel des écoles. Dans un budget comme le nôtre, c'est pas une paille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors Emmanuel Macron a promis de compenser le manque à gagner, le maire y croit, mais seulement à court terme. La réduction de la première année qui doit s'étaler sur 3 ans, oui, sans doute l'État la compensera. Mais les années suivantes, ça deviendra une variable d'ajustement, j'en suis pratiquement sûr. C'est la même chose qu'on a subi avec la taxe professionnelle il y a plusieurs années. Au fur et à mesure que les années passent, ces compensations, elles fondent comme neige au soleil. Et si les compensations baissent, eh bien le maire ne voit plus qu'un levier à actionner pour garder son budget à l'équilibre. Il devra augmenter la taxe foncière payée par les propriétaires, qui représente un tiers des habitants d'Ivry-sur-Seine. Carole Ferry, alors que le congrès des maires s'ouvre demain, porte de Versailles à Paris avec plus de 15 000 élus. Emmanuel Macron sera présent jeudi. Dans l'actualité également ce matin, l'Allemagne et une crise politique sans précédent pour Angela Merkel. Avec un pays bloqué, une chancelière qui n'arrive pas à former un gouvernement de coalition avec les libéraux et les écologistes. Discours de défaite il y a quelques heures à Berlin. Je tiens à vous dire qu'en tant que chancelière, disons chancelière intérimaire, je ferai tout pour que ce pays soit bien dirigé pendant ces semaines difficiles. Voilà, Angela Merkel qui vit sans doute, disons-le, ses heures les plus compliquées en 12 années de mandat. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl. Hélène, question directe, est-ce la fin de la carrière politique d'Angela Merkel ? En tout cas, ce matin, on a tourné une page. Oui, on peut dire, on est entré dans l'après-Merkel. Elle comptait se donner 4 ans pour préparer son départ, désigner un dauphin. Tout ça va être précipité désormais. Merkel se bat pour sa survie politique, titre le magazine Spiegel sur son site internet. C'est sa méthode qui a échoué. Cette volonté permanente de faire la synthèse entre tout le monde pour mieux rafler la mise à la fin. Dans ces négociations marathon, elle n'a rien maîtrisé du tout. Sa crédibilité est sérieusement écornée. Pire encore, aucune des 3 pistes de sortie de crise qui se profilent lui permettrait de sauver sa carrière. Ce matin, elle va être reçue par le président de la République fédérale, le garant des institutions ici, une sorte d'autorité morale qui doit décider de la suite. Est-ce qu'elle tente quand même un gouvernement de minorité avec toute l'instabilité que ça signifie, ou bien est-ce qu'on déclenche de nouvelles élections? Et dans ce cas, on voit mal comment Merkel pourrait de nouveau se représenter. Dans son camp, les couteaux sont aiguisés et la jeune garde, plus dure, plus conservatrice, ne rêve que d'une chose, prendre sa place. Merci Hélène Kohl en direct de Berlin. L'actualité européenne aujourd'hui, c'est aussi le choix de la ville qui accueillera l'agence du médicament. Conséquence du Brexit, cette institution va quitter Londres, tout comme l'autorité bancaire européenne. Plusieurs villes sont candidates, Milan, Barcelone et Lille, qui a des arguments. On écoute la correspondance de Kevin Tullier. L'atout principal de Lille, c'est sa proximité avec Londres. En 1h30 d'Eurostar, les salariés de l'agence du médicament, en majorité des Anglais, pourront rentrer chez eux. L'autre point fort, c'est l'excellence de la filière santé dans les Hauts-de-France. Un dossier lillois reconnu comme sérieux et soutenu par les politiques de tous bords et les grands patrons de la région.
région, comme Pascal Boulanger, président d'entreprise, est cité. Quand même 900 salariés, 35 000 visites par an de gens qui viennent se renseigner. Ça peut faire un dynamisme d'hôtellerie, de restauration. Emmanuel Macron est même venu dans le Nord la semaine dernière soutenir la candidature lilloise. Le président de la République a assuré mettre tout son poids pour que Lille soit choisie. Et s'il salue le geste pour Xavier Bertrand, le président de Hauts-de-France, ce soutien arrive un peu tard. Pendant très longtemps, la France avait une candidature, l'Agence européenne du médicament. Et puis tout à coup, le gouvernement s'est mis à vouloir courir 2 lièvres à la fois. L'Agence européenne du médicament et l'Agence bancaire européenne. Et j'ai peur qu'à force de vouloir courir ces 2 lièvres à la fois, on revienne bredouille. Comme pour montrer sa motivation, Lille a déjà commencé la construction d'un bâtiment de 30 000 mètres carrés pensé sur mesure pour l'Agence du médicament. Il devrait voir le jour en mars 2019. Et réponse attendue en fin d'après-midi. Europe 1, il est 8h06. Bruno Le Maire l'a annoncé hier au grand rendez-vous sur Europe 1. Un nouveau train de baisse des charges sur les salaires est en préparation. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal des Échos. Cette annonce, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise parce que baisser les charges qui pèsent sur les salaires, ça coûte très cher. Mais Bercy estime que c'est indispensable pour redresser notre compétitivité. Voyez le trou du commerce extérieur, 64 milliards. Et puis, nous continuons à perdre des emplois dans l'industrie. Alors, pour redresser la pente, le gouvernement a déjà transformé le CICE en baisse de charges pérenne, sauf que ça s'arrête à 2,5 fois le SMIC. Et que si nous voulons monter en gamme, embaucher plus d'ingénieurs, eh bien, il faut aller au-delà. D'ailleurs, souvenez-vous, le rapport gallois disait qu'il fallait aller jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Sauf que, encore une fois, et vous l'avez dit, ça coûte très cher. Oui, voilà. Alors, Bercy planche sur des allègements qui coûteraient 2,9 milliards d'euros pour aller jusqu'à 3 fois le SMIC. 2 arguments plaident quand même pour le faire. D'abord, comme l'activité repart, nous regagnons des marges de manœuvre budgétaires pour financer tout ça. Et puis, deuxième raison, notre déficit de compétitivité ne touche pas que l'industrie, il touche aussi les services. On le voit bien avec le Brexit. Quand des entreprises basées à Londres comparent le coût du travail en France avec les autres pays européens, c'est évidemment difficile. C'est maintenant à Emmanuel Macron d'arbitrer pour ce nouveau train de baisse de charges qui irait donc encore plus loin que ce qui a été fait pendant le quinquennat précédent. L'éclairage de Nicolas Barret, la politique et Emmanuel Macron qui reçoit tous les chefs de parti aujourd'hui à l'Élysée. Officiellement, c'est pour parler des prochaines élections européennes, mais un homme va focaliser l'attention, Christophe Castaner, avec ses nouveaux habits de délégué général de La République En Marche, également porte-parole et membre du gouvernement, ça fait beaucoup, c'est donc un léger remaniement qui s'annonce. À suivre dans un instant, nous irons à Beyrouth. Le poids considérable du Hezbollah dans la vie politique libanaise. Ce sera l'enquête de 8h. À tout de suite. Europe 1, 8h07. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, le Liban et le retour annoncé de Saad Hariri. Le Premier ministre démissionnaire accueilli par la France au week-end et qui devrait rentrer mercredi au pays, le Liban. Terre de tension plus que jamais entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Avec ce matin la question de la mainmise du Hezbollah sur le pays. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. On va prendre depuis le début. Le Hezbollah, c'est à l'origine un mouvement de résistance qui a été créé contre Israël. C'était en 1982. Aujourd'hui, on est d'accord, c'est bien plus que ça. Oui, bien plus qu'un parti politique, c'est devenu une composante incontournable du pays. Au Liban, tout repose sur un équilibre entre les communautés et celui-ci penche totalement en sa faveur. Aujourd'hui, faiseur de roi, c'est le Hezbollah qui a fait élire le président Michel Aoun l'année dernière. Au gouvernement, il a 2 ministères, mais avec ses alliés, en fait, il en contrôle les 2 tiers. Rien ne se fait, rien ne se décide sans lui. Il a aussi les mains libres dans ses quartiers, banlieue sud de Beyrouth, avec son propre service d'ordre. Quand on vous écoute, Sébastien, on a l'impression d'un État dans l'État. Oui, exactement, et qui a gagné en puissance dans toute la région en jouant ses cartes en solo, explique Sami Nader, le directeur de l'Institut du Levant pour les affaires stratégiques. Des ministres allaient de leur propre chef en Syrie, engager des négociations sans aucun accord gouvernemental au détriment de la souveraineté nationale. C'est une diplomatie parallèle, c'est une armée en parallèle. Ça veut dire que c'est l'Iran qui contrôle le Liban. La raison iranienne a gagné. Et Saad Hariri n'a pas pu y faire grand-chose, c'est d'ailleurs ce que lui reprochent les Saoudiens. Mais expliquez-nous Sébastien, comment le Hezbollah justifie aujourd'hui son implication militaire en Syrie ? Eh bien avec un argument, celui d'une résistance que l'État n'aurait pas les moyens de mener. Écoutez ce cadre religieux proche du Hezbollah, le cheikh Sadek Naboulsi, il m'a reçu dans son centre coranique. C'est parce que l'État n'était pas capable de défendre la stabilité et la sécurité du Liban que le Hezbollah a pris à sa charge la mission d'aller en Syrie. Mais dire que nous sommes un bras iranien, ce sont des accusations irréalistes. Le Hezbollah protège le Liban en premier lieu. Et ce même discours, on le retrouve en discutant avec les habitants dans les quartiers
quartier chiite qui soutiennent massivement cette branche armée. Seule protection, disent-ils, contre leurs deux ennemis, Daesh et Israël. Alors vous parlez de branche armée, qu'est-ce que l'on sait de l'arsenal du Hezbollah aujourd'hui ? Alors eux n'en dévoilent pas grand-chose, mais ce que disent les experts, c'est que la branche armée s'est renforcée, s'est aguerrie en Syrie. Elle est clairement plus puissante que les forces régulières libanaises, avec plusieurs dizaines de milliers de combattants entraînés et équipés par l'Iran, et en stock plus de 100 000 roquettes, certaines pouvant atteindre Tel Aviv. Voilà qui donne tout son poids au Hezbollah. Cela ne veut pas dire qu'on est au bord d'une guerre, mais aucune solution à cette crise ne pourra émerger sans eux. L'enquête du 8h signée ce matin en direct de Beyrouth avec Sébastien Krebs. C'est l'une des informations de la nuit. La disparition de l'un des tueurs psychopathes les plus célèbres des États-Unis, Charles Manson. Il était à la tête d'une secte dans les années 60, responsable de la mort de 7 personnes à Los Angeles. Charles Manson avait 83 ans. Il était condamné à perpétuité. Et puis à l'Alpe d'Huez maintenant, un programme immobilier bloqué par un petit papillon, mais pas n'importe lequel, l'Apollon. Il mesure 4 cm. Il s'agit d'une espèce protégée en voie de disparition. Résultat, le tribunal administratif de Grenoble a donc annulé le permis d'aménagement de toute une zone dans la station. Les défenseurs de la nature sont contents, les élus un peu moins. Reportage Jean-Luc Boujon. Petit, mais vraiment très costaud, presque à lui tout seul, ce papillon d'à peine 4 cm vient de bloquer un projet de 4500 lits sur lequel la station travaille depuis des années. L'Apollon, c'est son nom, est en effet très rare, explique Thomas Guiblin, l'association de protection de la nature Frappna-Isère. C'est un petit papillon blanc avec des points rouges et c'est une espèce protégée au niveau national. Il est en voie de disparition, donc on ne peut pas toucher à son habitat. Un des endroits où était prévu une des constructions à l'Alpe d'Huez, c'était le dernier endroit où on trouve ce papillon à l'Alpe d'Huez. Il y a un mois donc, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le PLU de la station sur lequel reposait ce projet de 4 hôtels et 4 résidences touristiques qui devait donner un nouveau souffle à l'Alpe d'Huez, au grand mécontentement du maire Jean-Yves Noiret, qui pourtant s'était démené pour le papillon. Il a été mis en place ce qu'on appelle des corridors écologiques, c'est-à-dire des arbres, des arbustes. Donc pour nous c'est assez difficile parce que ça empêche le développement. On avait des projets de parking souterrain, de refaire beaucoup de travaux sur les pistes. On est quasiment stoppé. Car ce qu'a voulu aussi empêcher le tribunal, c'est la construction de lits froids en grande quantité. Ces logements qui ne sont occupés que quelques semaines par an, spécialité des stations de ski. L'Alpe d'Huez, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et puis en football, le match nul de Marseille à Bordeaux, un partout. Merci Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.